aux yeux de tous, ont comme symbole le train. Train à vapeur. Train électrique. Autorail. Mais si l'on pénètre plus avant dans la vie d'un réseau, on y découvre tout un monde où les activités sont si variées qu'on ne peut en donner dans un tableau largement brossé que les aspects principaux. Il y a d'abord ce qu'on voit, la gare et ses services. Le bureau des renseignements, avec ses agents doués d'une mémoire si fidèle qu'elle en fait de véritables indicateurs vivants. Le distributeur de billets, dont la présence d'esprit, même en cas d'affluence, fait penser à l'automatisme d'une machine parfaite. L'enregistrement des bagages qui demande des qualités du même ordre. La manutention des bagages. Le chef de gare, attentif à tout ce qui se passe, donne le signal du départ. En route, nous apercevons quelques-uns des gardiens vigilants et modestes de notre sécurité. Des aiguilleurs dans leur poste. La garde qui veille à sa barrière. Les signaux gardiens automatiques se profilent dans le ciel. Ils sont l'objet d'une surveillance et d'un entretien constant, ainsi que les lignes électriques qui relient postes et gares. Les équipes entretiennent les voies, posent les rails. Aux arrêts, des visiteurs auscultent avec soin les parties vitales des voitures. On connaît le contrôleur. On connaît moins le chef de train dans son fourgon, attentif au moindre incident et qui rédige son journal. L'admirable équipe du mécanicien et du chauffeur. Le conducteur du train électrique. Le conducteur de l'autorail. Tous ces braves gens à qui sont confiés des milliers d'existences humaines. Les gares de marchandises et leur trafic nous sont souvent familières. On pénètre peu dans les dépôts de locomotives. C'est de loin qu'on voit les immenses parcs à charbon. Et les sous-stations électriques. On connaît encore moins le travail méthodique et précis d'une grande gare de triage. Il y a enfin tout ce qu'on ne voit pas, la vie intime du réseau. Les bureaux qui combinent la marche des trains et mettent au point les graphiques. Ceux qui, à distance, suivent cette marche, la contrôlent et en cas d'incident,
la modifie. Les bureaux d'études et de dessin où s'élaborent les projets de matériel. Ceux où l'on dresse les plans des ouvrages d'art. Les grands ateliers de réparation constituent de puissantes usines où tous les métiers sont représentés. Des laboratoires analysent les matières premières. Ils font aussi les recherches les plus variées. Une vaste organisation comptable établit les comptes et les statistiques multiples de tous les services au moyen de la mécanographie. Ici, ce sont des machines comptables. Là, des machines à statistiques. Quand on pense que toutes ces activités, aux formes si diverses, concourent à un même but, la régularité et la sécurité des transports. Quand on sait que le personnel figure pour plus de 65% dans les dépenses des réseaux, on conçoit l'importance qu'il y a pour ceux-ci à harmoniser l'homme et la profession qu'il exerce. Dans ce but, les réseaux ont dû résoudre de nombreux problèmes techniques, éduquer leur personnel, le soumettre à des examens professionnels et médicaux. Enfin, ils ont fait appel à la psychotechnique ou psychophysiologie, étant donné un métier et des hommes plus aptes à ce métier. Le rôle du psychotechnicien consiste d'abord à faire l'étude approfondie du métier pour rechercher les aptitudes que celui-ci met en jeu. Il observera par exemple la vie du mécanicien et du chauffeur. L'esprit d'équipe de ces deux collaborateurs intimes se manifeste dès le dépôt, lorsqu'ils contrôlent ensemble leurs machines et assurent le bon fonctionnement de tous ces organes. Pendant le voyage, le métier du mécanicien exige, avec une certaine résistance physique, la mémoire des itinéraires, une vue excellente, une attention intelligente, toujours en éveil, et du sang-froid. Attention constamment divisée entre ce qui se passe à l'extérieur, signaux, incidents possibles sur la voie, et l'observation à l'intérieur des appareils de contrôle. Surveillance enfin du travail du chauffeur et souci de sa sécurité personnelle dont dépend celle des voyageurs. Le métier d'aiguilleur exige également une attention vigilante, du calme, de la mémoire et des réactions rapides et sûres. L'ordre que reçoit cet agent, soit qu'il regarde son tableau, soit qu'il écoute un haut-parleur ou son chef de poste, doit être exécuté aussitôt.
aptitude étant donnée, qui peut être commune à plusieurs métiers, le psychotechnicien imagine une ou plusieurs épreuves ou tests qui puissent la mesurer. Voici un de ces tests dits de pointage. Une bande défile devant le sujet. Elle est percée de trous que le sujet doit pointer avec un crayon métallique. Le nombre de frappes justes est indiqué par des compteurs. On mesure ainsi l'aptitude à ajuster des mouvements simples à une rapidité imposée. Soumettons à ce test un nombre suffisant de sujets représentés ici sur une horizontale d'abord dans un ordre quelconque. Le long de la verticale, où sont inscrits les résultats, groupons tous les sujets qui ont atteint un même résultat. Chaque groupe est figuré par un trait dont la longueur est proportionnelle au nombre des sujets qui composent ce groupe. Poussons ces groupes horizontalement, les uns à la suite des autres. On voit mieux ainsi comment les résultats se répartissent entre les sujets placés par ordre de valeur croissante. La figure obtenue se rapproche d'une courbe, dite de répartition, qui permet de passer du résultat obtenu par un sujet à son rang. Elle n'est pas spéciale à ce test. Toute autre épreuve ferait apparaître une courbe analogue appelée ogive de Galton. Il est évident qu'un test, considéré en lui-même, n'a de valeur que s'il a les qualités d'un instrument de mesure précis, notamment la constance et la sensibilité. Il faut de plus qu'un test, reconnu bon en lui-même, soit valable au regard du métier considéré. Les laboratoires de psychotechnique des chemins de fer du Nord et de l'État, qui opèrent pour tous les réseaux, possèdent un ensemble de tests éprouvés. Nous en examinerons quelques-uns. D'abord des épreuves collectives relatives aux diverses formes de l'intelligence, de la mémoire et de l'attention. En voici un exemple. Compréhension et exécution de consignes données à un rythme rapide. Les sujets ont devant eux un cahier avec des figures géométriques. L'opérateur énonce une série de consignes telles que « faites un rond qui soit dans le triangle seulement et inscrivez le chiffre 2 à l'endroit qui n'est commun qu'au cercle et au carré. Écrivez. » Les sujets doivent exécuter aussitôt. Ainsi, le distributeur de billets doit répondre à des demandes qui varient constamment. Un autre exemple est l'aptitude à reproduire des chiffres dans un ordre déterminé. Ligne 5, écrivez 7, 1, 6, 8, 3. L'épreuve se complique jusqu'à 10 chiffres par ligne. Aptitude précieuse pour l'aiguilleur qui écoute l'annonce de plusieurs trains. Aptitude précieuse aussi pour l'opératrice de machine à statistiques qui lit des chiffres et les tape ensuite pour perforer les cartes. Il y a aussi des épreuves individuelles pour la mesure des réactions de différents types. Voici un test de réaction aux excitations auditives. Un bruit étant produit, le sujet doit répondre en appuyant sur une manette. On lit sur un cadran le temps au bout duquel il a réagi, par exemple 15 centièmes de seconde. L'épreuve comporte une série de 30 temps de réaction. Le test des tourneurs, ou de dissociation du mouvement des mains, concerne l'aptitude à un travail manuel complexe. Chaque fois que le pointeau sort de la bande noire, un compteur indique une faute et la durée de cette faute. Le test du traçage mesure la stabilité du sujet dans ses mouvements. Dans tous les tests de réaction, on mesure la précision, la rapidité et la régularité en renouvelant plusieurs fois les épreuves. Il importe en effet de savoir si un sujet qui a des réactions précises et rapides les a toujours, car le chemin de fer exige une sécurité constante. Ici, des lignes de lettres défilent devant le sujet, qui doit appuyer sur une manette quand il voit un S ou un Z. C'est un test d'attention concentrée avec réaction motrice.
Le test dit d'attention diffusée ou de réaction de choix permet la mesure des réactions aux excitations visuelles. Sur un panneau peuvent apparaître divers signaux colorés, tandis que des images ou des chiffres défilent pour distraire l'attention du sujet. Suivant la couleur des signaux, le sujet doit répondre en manœuvrant des pédales. Un contacteur automatique commande l'apparition des signaux. L'opérateur peut suivre les réponses sur un tableau. Un compteur enregistre le nombre des erreurs et la durée de chaque réaction. Cet appareil rappelle un poste d'aiguillage très simplifié. Le sujet doit effectuer certaines manœuvres dans l'attente de certains trains arrivant à certaines heures sur certaines voies. Puis, à l'heure réglementaire, on crée une discordance importante, par exemple sur le numéro de la voie. Ici, au lieu de la voie 4 indiquée à l'horaire, c'est la voie 3 qui apparaît au voyant. Le sujet doit aussitôt modifier sa manœuvre et l'on peut juger du sang-froid dont il fait preuve. Le désarroi est lié à l'émotivité qu'il est intéressant d'étudier. On produit par exemple, au moyen d'un bruit violent, un choc émotionnel, tandis qu'on enregistre les ondes cardiaques avec un électrocardiographe. Les épreuves physiologiques, dont celle-ci fait partie, apportent, à côté des résultats fournis par les tests psychologiques, l'indication de l'effort que le sujet a dû faire pour y atteindre. D'une façon générale, on tente à mettre en relief les correspondances profondes entre le comportement psychologique d'un individu et sa constitution physiologique. Une autre méthode est la suivante. On fixe sur le poignet, à l'endroit du pouls, un appareil dit piézographe qui recueille les battements artériels et permet d'enregistrer la fréquence de l'onde sanguine et ses variations de pression pendant que le sujet accomplit un acte d'attention bref et intense, comme celui d'effectuer une visée avec un fusil. L'importance des perturbations apportées à l'activité circulatoire par l'effort mental nécessité par l'acte est mise en évidence par la comparaison des courbes successives. Chez un sujet non émotif, les courbes sont sensiblement superposables. Dans le cas d'un sujet émotif, elles présentent des modifications importantes et significatives. Les tests dont on dispose se rapportent à différents genres d'épreuves. Comment utiliser un test en vue de la sélection des candidats à un certain métier? Il faut d'abord établir un barème qui servira au classement des futurs candidats. C'est l'étalonnage du test. Ce travail préliminaire se fait en soumettant au test un nombre suffisant d'individus du même milieu social et professionnel. On obtient, comme on l'a vu, une courbe de répartition qui permet de passer du résultat obtenu par un sujet à son rang. Mais le rang est trop précis pour ces mesures, où l'on doit tenir compte de la variabilité du sujet au cours de l'épreuve. Différentes méthodes interviennent alors, notamment celle-ci. On divise par des verticales équidistantes la courbe de répartition en 10 échelons qu'on nomme des déciles, et on classe le sujet dans un de ces déciles. Ainsi, dans le test du pointage, tous les sujets dont le nombre de frappes est compris entre 97 et 91 sont dans le premier décile, de 91 à 85 dans le deuxième, etc. En possession d'une batterie de tests étalonnés, le psychotechnicien construira un profil psychophysiologique, c'est-à-dire une image du candidat représentant ses aptitudes au métier. Les épreuves sont inscrites l'une sous l'autre et
dans 10 colonnes verticales les déciles. On marque par un point dans ces colonnes le résultat de chaque épreuve. En joignant ces points, on obtient le profil du sujet. Voici le profil d'un bon candidat aiguilleur, dont les points sont en majorité à gauche de la moyenne. S'ils étaient surtout à droite, le candidat serait inapte. Cette méthode a été appliquée jusqu'ici à plus de 13 000 candidats, aiguilleurs, mécaniciens, conducteurs d'autorail. Elle s'étend peu à peu à d'autres fonctions et est utilisée pour l'admission dans les écoles d'apprentis. Elle permet le classement des candidats, d'où résulte soit leur admission dans le métier, soit leur orientation vers une profession plus conforme à leurs aptitudes. Cette sélection rigoureuse du personnel permet au chemin de fer de placer à chaque poste l'agent le plus capable, le plus apte à le remplir. L'homme qu'il faut est à la place qu'il faut. Ainsi, la SNCF sauvegarde les intérêts et la sécurité de son personnel, tandis qu'elle prend les meilleures garanties pour atteindre le but vers lequel tendent tous ses efforts, la régularité et la sécurité des transports.